Après avoir permis la paix à Gaza, Donald Trump vise maintenant à instaurer la paix en Ukraine. Il souhaite accentuer la pression sur les Russes et agit ainsi depuis plusieurs mois sans tenir compte de l'opinion publique. Nous voulons en parler, ainsi que de tout ce qui s'est passé ailleurs, tant sur le front qu'à l'arrière, ici dans ce rapport de situation sur la guerre en Ukraine. Sacré nom d'une pipe. Économisez maintenant le plus possible chez Oli avec mon code. Les Ukrainiens ont attaqué l'aérodrome de Smolensk, ainsi que l'usine d'avions qui s'y trouve. Dans cette usine, des pièces pour le Kh-101 sont fabriquées. Ce sont des missiles de croisière lourds, lancés depuis des bombardiers stratégiques. Les Kh-59 des missiles de croisière plus petits, lancés notamment par les Sukhoi 34, sont aussi fabriqués dans cette usine. En outre, en Bakkiri, la raffinerie a été attaquée et le dépôt de pétrole à Féodosia a également été attaqué et brûle toujours selon les dernières informations. Cela indique que d'importants dégâts ont aussi été causés. De plus, les Russes ont de leur côté attaqué l'Ukraine et ont à nouveau mené une attaque avec un taux de réussite élevé. Ainsi, dans la nuit du 11 octobre, une attaque de 78 drones a eu lieu, 27% ont réussi à passer. 21 impacts sur 6 cibles. La raison du taux de réussite élevé reste incertaine. Cela pourrait d'une part être dû à un choix de cibles différentes qui sont moins bien défendues. En partie, les impacts se produisent probablement plus près du front, de sorte que les Ukrainiens ont moins de temps pour les repousser. Nous constatons 21 impacts sur 6 cibles, soit en moyenne plus de 3 par cible. Cela signifie qu'il y a aussi eu une certaine saturation ici, on pourrait le dire cyniquement. Après 3 ans et demi, les Russes démènent désormais les frappes aériennes selon le principe de la saturation. La raffinerie de pétrole de Tchernihiv a aussi été touchée par une double frappe. Après une première attaque, une autre frappe a été menée au même endroit après un certain temps, afin de toucher les premiers secours. 4 personnes ont été blessées et l'une d'entre elles est ensuite décédée. Le gouvernement ukrainien affirme que, la semaine dernière, plus de 3100 drones, 92 missiles et missiles de croisière, ainsi que 1360 bombes planantes ont été utilisées. Nous abordons les développements sur le front. Et là, un blogueur militaire russe, étroitement lié aux troupes qui combattent à Soumy, rapporte que les troupes russes à Oleksivka sont fortement sous pression en raison des attaques ukrainiennes. Nous avions mentionné cela dans le dernier rapport de situation, que les Ukrainiens avaient été aperçus à la périphérie d'Oleksivka. On se bat autour d'Oleksivka, les Ukrainiens continuant la pression pour libérer la localité. C'est tout pour Soumy. Nous allons à Kharkiv, rien à signaler au sol. Puis, direction le front Est. Les Ukrainiens ont été vus au nord de Kupiansk, à un endroit qu'ils n'avaient pas occupé depuis longtemps. Ceci a été géolocalisé à cet endroit, donc à peu près à ce point-ci. Ils veulent manifestement continuer à maintenir la pression en direction de Radivka et Kindrashivka sur le flanc des Russes qui représentent désormais qu'aucun à Kupiansk. Voilà pour la région de Kupiansk. En fait, je n'ai remarqué aucun autre changement sur le front Est, jusqu'à notre arrivée à la rivière Siverskydon. Dans la région de Siversk même, les Ukrainiens ont avancé à l'est de Kuzminivka. Nous avons récemment vu les Russes ici. Ils ont aussi agi à Fedorivka et Kuzminivka. Et maintenant, nous avons une géolocalisation des troupes ukrainiennes qui ont été attaquées, ici, à cet endroit. C'est-à-dire, nous voyons aussi les Ukrainiens continuellement d'opérer ici et mènent parfois des contre-attaques, tout en étant, dans ce cas, bombardés par les Russes. C'est tout depuis la région de Siversk. Dans la région de Kostiantynivka, nous avons un autre changement, à savoir ici à Novomarkov. Les Russes y ont été aperçus de l'autre côté du canal. Cela signifie qu'ils ont probablement un peu progressé dans cette direction, ici vers Novomarkov. D'après ce que je vois, ils ne sont pas encore dans le village. C'est tout pour la direction de Kostiantynivka. En direction de Pokrovsk, nous avons des nouvelles concernant le nouveau. Concernant la contre-attaque plus importante menée par les Russes, concernant l'attaque de plus grande envergure et de type mécanisé menée par les Russes. Les Ukrainiens disent de maintenant à ce sujet que cela s'est produit le 9 octobre. À cette opération auraient participé 6 chars de combat, 40 véhicules blindés et 40 autres véhicules, soit au total plusieurs centaines de soldats. Ici, les Russes ont tenté une attaque mécanisée plus importante de type Rigorso.
Ils ont réussi à débarquer des soldats à Volodymyrivka. Certains véhicules ont pu se replier malgré de lourdes pertes. La situation reste incertaine. Les Ukrainiens affirment avoir éliminé toutes les forces russes à Volodymyrivka. Mais jusqu'à présent, il manque des preuves à ce sujet, tandis que la partie russe affirme avoir désormais le contrôle de Volodymyrivka. Mais là aussi, les preuves manquent. Il est intéressant de noter qu'il vient d'être rapporté qu'une nouvelle attaque mécanisée russe aurait été menée dans la région de Dobropilia, de nouveau avec un plus grand nombre de véhicules blindés. Cela signifie que, du côté russe, on ne se laisse manifestement pas décourager par le résultat de la dernière attaque, mais on croit que c'est toujours la voie à suivre pour progresser. Cela ne devrait pas surprendre les spectateurs réguliers de la chaîne. Nous avons déjà évoqué par le passé qu'il fallait s'attendre à ce que les Russes reprennent les attaques mécanisées à l'automne et en hiver, et qu'ils puissent pas les maintenir plus longtemps. Parce qu'ils ne sont absolument pas à court de matériel blindé, mais qu'ils ont en fait pu reconstituer leur stock. En renonçant pratiquement complètement ou presque complètement à l'utilisation de véhicules blindés pendant l'été, ils ont pu continuer à réactiver des véhicules stockés et à en produire de nouveaux, bien sûr. Les Russes se sont également installés à Rudinske. Les Russes se sont installés là-bas. Rudinske est situé juste au nord de Pokrovsk et Mirnograd. Là-bas, nous avons une géolocalisation à cet endroit, ici au sud. Cela pose problème car les voies d'approvisionnement ukrainiennes passent par Rudinsk. Les Ukrainiens peuvent approvisionner Pokrovsk et Mirnograd par cette route et bien sûr par les routes qui passent ici. Ainsi, si les Russes atteignent Rudinske, cela risque de resserrer l'étau autour de Mirnograd et Pokrovsk. C'était tout de Pokrovsk. En direction de Myshowa, nous avons ici une nouvelle géolocalisation d'une avancée russe. Cela ne vaut pas la peine d'en parler, mais cela vient d'arriver. En effet, ils ont été aperçus ici, le long du ruisseau de la rivière, à cet endroit à peu près. Donc pas de changement fondamental, mais tout de même un changement, bien sûr. Nous avons aussi un changement vers Pokrovsk. En effet, des Russes ont été aperçus à Stepov, c'est à cet endroit précis. Cela signifie qu'au sud de Stepov, des Russes sont présents. La localité n'est pas confirmée sous contrôle russe, mais j'ignore si une présence ukrainienne subsiste. C'est tout pour cette région ici. Nous continuons en direction de Zaporizhia, et là, les Ukrainiens annoncent qu'ils auraient libéré la localité de Mali-Sherbaki. Ils fournissent non seulement une déclaration, mais aussi une vidéo montrant le drapeau ukrainien. Je n'ai pas vu de géolocalisation pour cette vidéo, elle pourrait donc théoriquement venir d'ailleurs. Il est probable que ce soit vrai, c'est mon évaluation. Il est probable que Mali-Sherbaki ait été libéré, mais ce n'est que probablement vrai. Je n'en suis pas certain, et à ce stade, il est évidemment important de se fier à la situation des sources. Notre sponsor d'aujourd'hui nous y aide. Ground News est un agrégateur d'actualités qui aide à comparer les informations. Une même histoire est parfois traitée de manière très différente par la gauche, la droite et le centre politique. Et Ground News montre ces différences selon l'orientation politique. On peut identifier l'orientation politique d'un média, son propriétaire et son respect des faits. On peut aussi enregistrer ses habitudes de lecture et repérer ses angles morts dus à une consommation d'informations trop unilatérales. Donald Trump signale une nouvelle attaque contre un bateau au large du Venezuela. 95 médias en parlent, de façon équilibrée à gauche comme à droite. Cependant, on constate que dans le média de gauche Media Matters for America, à la fiabilité discutable, le titre souligne que le présentateur Kilmeade critique ceux qui estiment les renseignements insuffisants. Le média pro-gouvernemental turc Anadolu Agnasi, à la fiabilité discutable, souligne le soutien russe au Venezuela. Ground News nous montre ici différentes interprétations d'un même événement et permet, en plus de la critique des sources, une classification de la source, ce qui est excellent. J'utilise Ground News depuis 2 ans. Et si vous aussi voulez connaître l'ensemble de la situation, vous bénéficiez, via mon lien militaire et histoire avec Thorsten Heinrich, de 40% de réduction sur le plan Vantage, que j'utilise également moi-même. Et à ce stade, nous arrivons à un point intéressant. Dans le passé, j'ai souvent mentionné qu'une paix avec la Russie ne serait possible que si cette paix ne signifiait pas la capitulation de l'Ukraine. Si la pression sur la Russie est augmentée au point que la Russie n'a pas d'autre choix que d'abandonner ou au moins d'assouplir ses positions de négociation, et qu'il est nécessaire d'augmenter la pression sur la Russie pour cela.
Il a toujours été clair que cela dépendait des États-Unis. J'ai toujours reproché à Donald Trump de l'ignorer, mais j'ai peut-être été un peu trop rapide à le penser. Car au moins depuis juillet, il a effectivement contribué à augmenter la pression sur la Russie. Depuis juillet, les États-Unis ont fourni aux Ukrainiens des données de ciblage pour des attaques contre les infrastructures pétrolières et gazières. Cela, c'était déjà un mois avant la réunion en Alaska. Cela signifie que nous avons ici l'information dans le Financial Times concernant la Russie, que les Américains ont aidé les Ukrainiens à infliger de vraies sans-pertes aux Russes afin de pousser les Russes à entamer de véritables négociations. Donald Trump a réellement augmenté la pression sur la Russie. Et tout cela a commencé, selon le Financial Times, après un appel téléphonique avec Volodymyr Zelensky. Il est évident qu'en raison de la déception que Donald Trump a alors commencé à exprimer, en raison des négociations qui échouaient et qui ne montraient aucun progrès concernant un cessez-le-feu, il a ensuite parlé avec Volodymyr Zelensky, qui lui a clairement demandé d'augmenter la pression et a fait cette proposition. Joe Biden, contrairement à son prédécesseur, s'opposait aux attaques contre l'infrastructure pétrolière, ce qui ne lui convenait pas. Mais depuis juillet, l'administration Trump a alors aidé les Ukrainiens dans cette affaire. Les informations qui ont été fournies ont été d'une grande importance pour mieux planifier les itinéraires de vol. Cela signifie que les Ukrainiens ont continué à attaquer avec leurs petits drones, mais ils ont reçu des Américains l'information sur l'emplacement des défenses anti-aériennes russes afin de pouvoir les contourner efficacement. Nous avons déjà mentionné que l'ombre radar est créée par chaque colline, arbre et maison. Si je connais précisément la position des radars et de la défense anti-aérienne ennemie, je peux exploiter la géographie à mon avantage. Ainsi, je peux réduire considérablement la période pendant laquelle la défense anti-aérienne ennemie peut attaquer mon appareil, mon objet volant. Et ainsi, j'augmente bien sûr la probabilité qu'il passe à travers. Les Américains ont aidé, l'Ukraine a choisi les cibles, puis les États-Unis ont fourni les informations sur la vulnérabilité. Et donc ils ont directement contribué à ce que les attaques ukrainiennes contre l'industrie pétrolière soient beaucoup plus efficaces, car il avait été remarqué qu'elles étaient nettement plus efficaces que l'année précédente. En Russie, cela a-t-il réellement entraîné une pénurie de carburant ? La Russie essaie actuellement d'y faire face en maintenant des subventions pour ses propres raffineries. Les raffineries russes reçoivent des subventions lorsqu'elles n'exportent pas, car il est évidemment plus lucratif d'exporter. Et ces subventions devraient être réduites, probablement à cause des coûts de la guerre, afin d'économiser de l'argent de cette manière et de pouvoir poursuivre la guerre. Et maintenant, la réduction a été arrêtée. On peut donc s'attendre à ce que la situation du carburant ne se tende pas davantage. Ou du moins, cela est considéré comme un moyen par lequel le gouvernement russe tente de résoudre la pénurie de carburant. Mais il faut être clair, même si cela réussit, cela entraînera des coûts supplémentaires pour le gouvernement russe. Parce qu'elle devra alors payer les raffineries pour qu'elles vendent leur carburant en Russie même. Et cela, bien sûr, fera défaut à l'argent qui pourrait être utilisé pour des dépenses qui ne servent pas à la poursuite de la guerre. Pendant ce temps, la guerre hybride se poursuit à l'intérieur de l'Europe. Des drones sont toujours observés. Des drones ont été vus au-dessus de la République tchèque. Des drones ont aussi survolé la base aérienne de Gelsenkirchen en Allemagne, notamment au-dessus du terrain d'aviation. Sur place, il y a également des avions Airborne Warning and Control System. Ailleurs, une rumeur évoquait l'apparition de petits hommes verts à la frontière estonienne. Ici, on peut voir 7 hommes armés, et ils se seraient en point déplacés sans insignes nationaux. Personnellement, je ne peux pas dire s'ils n'en portent de vraiment pas. L'Estonie a donc fermé la frontière et un poste frontière. Nous voyons cela ici, et c'est ce qui est particulier. C'est une route qui traverse la Russie. Le ministre des Affaires étrangères affirme que la situation est moins grave qu'initialement pensé. Cette route s'est construite à travers le territoire russe, et les Estoniens locaux sont autorisés à utiliser cette route. Et s'ils ne font que traverser la Russie, ils ont fermé la frontière pour empêcher que leurs propres citoyens ne rencontrent ces personnes en traversant. D'autant plus que, si on le prend au mot, les consignes sont apparemment qu'ils n'ont pas le droit de s'arrêter en chemin. Donc, s'ils passent devant ces soldats sans s'arrêter et que ceux-ci leur ordonnent de s'arrêter, ils pourraient se faire tirer dessus. C'est ainsi que je l'interprète. Ou alors, ils pourraient enfreindre les règles et être arrêtés pour cette raison. La frontière est fermée sur place. La mobilisation des troupes ukrainiennes se poursuit également. Et là, nous avons, en ce qui concerne les Tomahawk.
C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du Kremlin, Peskov. Il admet que les Tomahawks sont prises très au sérieux et qu'elles représentent une préoccupation extrême pour le gouvernement russe. En même temps, il souligne cependant qu'elles ne changeront rien sur le terrain. La Russie menace à chaque livraison de nouveaux systèmes d'armes, affirmant que cela ne changera rien sur le terrain comme elle l'a toujours fait par le passé. La seule nouveauté, c'est qu'il souligne cette fois qu'ils sont en même temps inquiets. Il convient de signaler que Zelensky rencontrera Trump à Washington vendredi prochain. Cela fait suite à 2 appels téléphoniques le week-end dernier où ils ont discuté des Tomahawks et de la fin de la guerre. Et à ce sujet, Trump lui-même déclare qu'il veut utiliser le Tomahawk pour pousser la Russie à faire la paix. Si vous n'êtes pas nouveau ici, vous savez que je le répète depuis des mois. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la pression sur la Russie, mais aussi de voir comment justement le Tomahawk peut aider, en amenant la Russie à... En résumé, pratiquement tout ce qui fait mal à la Russie est à portée du Tomahawk. Cela représente 80 à 90% de la production de gaz, de pétrole, des pipelines, des raffineries. Presque toute l'industrie. En principe, tout ce qui permet à la Russie de poursuivre la guerre se trouve à portée de ses missiles de croisière. Pour cela, l'Ukraine n'a pas besoin de tout détruire d'un seul coup. Il suffirait, par exemple, qu'elle commence avec l'usine de drones Shahed au Tatarstan, à Jalabouga. Si celle-ci s'est réduite en cendres et qu'ensuite le message de Washington arrive « Eh, vous voulez faire la paix maintenant ?» Non. Nous enverrons donc d'autres missiles de croisière aux Ukrainiens pour qu'ils détruisent la prochaine usine. Cela peut contraindre les Russes à négocier rapidement. Et c'est manifestement l'intention et la prise de conscience à la Maison-Blanche maintenant. Cela augmente bien sûr considérablement les chances que la guerre soit terminée dans un avenir proche, n'est-ce pas ? Car Trump est maintenant manifestement prêt à utiliser les moyens dont il dispose pour exercer une pression efficace et douloureuse sur la Russie. Du moins, c'est ce que disent les communiqués de presse, les informations des médias. Et à la fin, nous devons bien sûr garder une chose à l'esprit. Même si les nouvelles sont bonnes en ce moment, nous ne devons pas l'oublier. Nous devrions nous rappeler ce qu'a dit l'ami personnel de Trump, Piers Morgan. Il faut ignorer ce qu'il dit et regarder ce qu'il fait. Au final, l'essentiel sera la livraison et l'utilisation des Tomahawks pour des négociations. À chaque étape, annonce, livraison, choix des premières cibles. Je l'ai déjà souligné ici et c'est exactement ce qui se passe. La situation reste tendue. Ainsi, aujourd'hui, les informations, les chefs, services de renseignement, ont rendu compte de la situation. Et à cette occasion, ils mettent expressément en garde contre une escalade avant même 2029. Parce que la Russie fait monter l'escalade de la guerre hybride, et qu'elle est tout à fait capable de faire monter les choses encore plus loin si elle en a la volonté. Comme le dit le chef du Bundesnachrichtendienst, nous sommes déjà sous le feu, ce qui montre la gravité de la situation. Les Pays-Bas soutiennent l'Ukraine afin d'obtenir un soutien international dans la production de drones d'attaque, c'est-à-dire les drones qui attaquent par exemple les raffineries à l'arrière. En même temps, 110 millions d'euros participent au programme Build with Ukraine, où les États occidentaux financent la production d'équipements militaires pour l'Ukraine. 201 millions d'euros en plus seront alloués à la défense aérienne, renforçant ainsi le soutien à l'Ukraine. C'est tout pour ce rapport. Si vous avez aimé, un pouce levé m'aide avec l'algorithme. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Si vous avez quelque chose à ajouter, utilisez la section des commentaires. Le prochain rapport sur la guerre en Ukraine se tiendra mercredi à 20h, heure allemande, suivi d'une session de questions-réponses en direct. Je serai ravi de votre présence. Car comme je l'ai dit, si vous avez encore des questions à ce sujet, vous aurez là l'occasion que j'y réponde en direct. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Un remerciement tout particulier à ce stade au soutien sur YouTube ainsi que sur Patreon. Je tiens à remercier tout spécialement les lieutenants. Merci à tous ceux qui m'ont aidé, rien n'aurait été possible sans vous.